Que se passe-t-il en Allemagne, ce pays garant de la solidité du continent européen, traverse plusieurs crises, dont une politique majeure. On va en parler avec vous, Général Trinquant, Jean de Glignasti, Bernard Guettin et Catherine Gentil de Cancode. Et on va voir avec vous, Jeanne, ce qui a mis le feu aux poudres. Ce qui a mis le feu aux poudres, c'est l'extrême droite. L'extrême droite qui a élaboré un plan secret au cours d'une réunion qui a été révélé il y a quelques jours et qui met le pays, non pas à feu et à sang, mais encore une fois, qui plonge le pays dans une crise presque sans précédent. C'est la réunion dont personne ne devait entendre parler, mais qui finalement a fuité et qui est révélée par ce média allemand. Fin novembre dernier, il y a une réunion qui a eu lieu dans cet hôtel à Potsdam. Environ 25 personnes, vous allez le voir, voilà, ont été conviées par ces deux hommes. Alors, on a un ancien dentiste militant d'extrême droite et un investisseur bien connu en Allemagne. Dans les participants, on retrouve des adeptes d'extrême droite, bien sûr, des confréries étudiantes ultranationalistes, mais aussi et surtout des membres importants de l'AfD, qui est donc le parti d'extrême droite allemand. On a par exemple Roland Hartwig, qui est le conseiller personnel de la chef de parti actuelle, ou encore Gerrit Huy, qui est député actuel au Parlement allemand. L'objectif de cette réunion, mettre sur pied un plan directeur, je cite les termes qui sont utilisés, avec une idée clé, la remigration, c'est-à-dire l'expulsion forcée de 3 groupes cibles, les demandeurs d'asile, les non-allemands qui ont un titre de séjour et les citoyens allemands non assimilés à la culture allemande. Ce sont les mots qui sont utilisés, et ce, même s'ils sont de nationalité allemande. Le plan directeur comprend même une destination pour déplacer les gens vers un État modèle, comme ils disent, en Afrique du Nord, qui pourrait justement accueillir apparemment jusqu'à plus de 2 millions de personnes. Alors du côté de l'AfD, aucune objection de principe. Au contraire, la députée Gerrit Huy, que vous avez vu à l'instant, a souligné qu'elle poursuivait même cet objectif depuis plusieurs années et qu'aujourd'hui, la seule chose qui poserait problème, c'est la faisabilité du plan. Comment expulser des Allemands qui ont la nationalité allemande ? Alors, pas de problème, selon certains juristes, qui travaillent justement sur le volet légal de ce plan. Un niveau élevé de pression sera exercé sur les gens pour qu'ils s'adaptent, dit ce militant d'extrême droite présent à la réunion, via justement des lois adaptées pour ce plan. La remigration ne se fera pas du jour au lendemain, dit-il. C'est un projet qui prendra plusieurs décennies. Tous les ingrédients sont réunis, sont sur la table pour faire émerger ce projet de terre. De riches investisseurs, des influenceurs pour assurer une communication bien ficelée, des juristes et un parti, bien évidemment, pour porter ce projet. Ce plan, pour terminer, c'est une inspiration de l'Allemagne nazie, puisqu'en 1940, Hitler avait mis sur pied un plan appelé le plan Madagascar, qui projetait justement de déporter près de 4 millions de Juifs sur l'île de Madagascar, capables de les accueillir. Incroyable. Est-ce que ça plonge l'AfD, l'extrême droite, élue, dans l'embarras? Alors, si on regarde les sondages, justement, absolument pas. En juin prochain, il y a les élections européennes, vous le savez. Selon ce sondage, le parti d'extrême droite serait justement crédité d'environ 20%, ce qui en ferait donc la deuxième force politique et ce qui doublerait surtout les résultats obtenus lors des précédentes élections européennes en 2019. Alors, ce n'est pas rien, parce que ça veut dire que l'Allemagne, qui est le pays le plus peuplé de l'Union européenne et qui donc est celui qui envoie la plus importante délégation, doublerait ses sièges avec près de 20 sièges au Parlement européen. Donc à l'échelle de l'Europe, c'est bien évidemment à scruter de près, mais à l'échelle du pays également. Dans moins de 10 mois, vous avez les élections régionales dans les Länder. Résultat des estimations, plus de 30% à chaque fois pour ces différentes régions et pour le parti d'extrême droite. Donc le fait que ce parti soit actuellement dans le collimateur des services de renseignement n'a visiblement aucun impact. Le seul coup de frein pourrait être l'interdiction pure et simple de ce parti. Je vous dis ça parce que le pouvoir fédéral envisage justement l'interdiction de ce parti suite aux manifestations notamment d'ampleur qui ont émaillé tout le pays il y a quelques jours. Alors, est-ce que c'est une solution ? On le verra après. Mais parce que d'abord, il faut s'arrêter évidemment sur ce plan que vous nous avez détaillé, qui provoque, il faut le dire, pour ça qu'on en parle, un séisme politique en Allemagne. Un séisme politique en Allemagne et effectivement aussi en Europe, parce que c'est pas n'importe quel pays européen. Vous avez regardé de très près aussi ce plan qui touche des étrangers, mais pas seulement. Pas seulement, c'est ça. Mais aussi des Allemands, des Allemands qui ont la nationalité allemande, mais qui ne seraient pas de bons Allemands. Alors c'est ce qu'il y a de plus stupéfiant d'une certaine manière, parce qu'évidemment ça rappelle les années 30, parce que ça veut dire qu'on ferait une différence entre les bons et les mauvais Allemands. Donc
pour l'Allemagne, en principe, ça devrait être un sujet mais absolument tabou pour justement ne pas ressombrer dans des heures sombres de l'histoire. Alors il y aurait aussi, parmi les 2 millions d'expulsés, les Allemands qui viennent en aide aux migrants. Et cette fameuse réunion qui était censée être secrète s'est faite aussi avec une partie de l'extrême droite autrichienne. Donc c'est encore plus symbolique, évidemment, dans le côté noir de cette affaire. Et c'est vrai que ce qui est inquiétant, c'est qu'on puisse aujourd'hui, dans une réunion, avoir des projets de ce type. C'est-à-dire quand même expulser 2 millions de personnes d'Allemagne, parce que là ils disent, après, puisque maintenant ça a été révélé, ils disent oui, ça prendra plusieurs décennies, mais en fait le plan initial c'est que ça devra aller très vite, et donc on en arrive à parler de l'interdiction, mais d'après des membres même du parti d'Olaf Scholz, qu'on voit à l'image d'ailleurs, ils disent que c'est trop tard. Et qu'en fait, étant donné le pourcentage, la cote de popularité maintenant de l'AfD dans le pays, ça risque au contraire de lui ramener encore plus de voix, parce qu'il y aura un sentiment de défense de l'extrême droite. Et pourtant, c'est sur la table, ça montre le désarroi de la classe politique allemande face à ce phénomène. Expulser 2 millions de personnes, c'est vrai que dans ce pays qui a orchestré la déportation et l'extermination des Juifs dans un plan systémique, il y a quelque chose là qui est extraordinairement dérangeant. Alors, c'est dérangeant dans tous les pays, mais on s'était dit l'Allemagne plus jamais. Alors, vous avez dit dans tous les pays, et vous avez raison, parce que en fait, Sunak, le Premier ministre anglais, envisage de transplanter à Rwanda, les immigrés dont il ne veut pas. Donc, au Danemark, il y a des réflexions aussi en ce sens. Mais il y a une spécificité allemande qui est terrible, en dehors de l'héritage de l'histoire. D'abord, il y a le fait qu'il y a une convergence, une conjonction d'éléments qui favorisent la montée de cette extrême droite. Il y a la crise économique, ça tout le monde le sait. Il y a l'immigration, parce que l'AfD a commencé à monter après le million de Syriens de Merkel. 2015. 2015. Et donc, il y a un élément aussi dont on parle peu, c'est qu'on a vu par exemple ces 3 États, effectivement Thuringe, Saxe et Brandebourg. En fait, ce sont des pays de l'Est. Et il y a en Allemagne encore, et c'est perceptible quand on parle avec des Allemands, une sourde rancœur des pays de l'Est et des populations des pays de l'Est par rapport à l'Ouest, qui se manifeste par le vote pour l'AfD. Est-ce que vous avez présenté des ingrédients? C'est inquiétant? Oui. C'est inquiétant ce qui se passe en Allemagne, politiquement. Bernard Guetta. Oui, c'est extrêmement inquiétant, d'autant que, pour rebondir sur ce que disait l'ambassadeur à l'instant, l'industrie allemande est en crise. C'est pas seulement l'économie, c'est spécifiquement l'industrie allemande et le modèle industriel allemand est en crise. Quand on sait que la force de l'Allemagne repose sur son industrie, c'est vraiment très grave. Deuxièmement, l'Allemagne est dirigée aujourd'hui par une coalition très faible et très déchirée, puisqu'on y trouve à la fois des libéraux pur sûrs, pas tout à fait thatchériens, mais enfin quand même pas vraiment loin, en tout cas pour ce qui est du ministre de l'économie et des finances. Et deuxièmement, on y trouve des Verts qui sont pas du tout sur cette ligne, et des malheureux sociaux-démocrates qui, en Saxe, on en parlait tout à l'heure, en Saxe, je crois, dans les sondages, sont sous la barre des 5%, les sociaux-démocrates, si je ne me trompe pas. Il faudrait vérifier, mais je crois bien. En tout cas, très très faible. Eh bien, écoutez, crise politique, crise industrielle, crise économique, un grand débat national sur jusqu'où doit aller notre soutien militaire à l'Ukraine. Et là, il y a une grande division. Bien, écoutez, il y a un malaise formidable. Nous sommes en ligne avec Gilles Ivaldi, qui est un spécialiste de l'extrême droite et des populismes européens, politologue. Merci d'être avec nous, Gilles Ivaldi. L'AfD, qui est donc ce parti qui réunit 23% aujourd'hui d'intention de vote en Allemagne, plus 35%
dans un pays, dans un land. On rappelle qu'il y a des élections régionales bientôt, et dans 35% entre 33 et 35. L'AfD, comparable à quelle extrême droite européenne, Gilles Livaldi? Bonjour. Écoutez, aujourd'hui, un des équivalents, ça serait Éric Zemmour chez nous et Reconquête. On a à peu près les mêmes thématiques sur l'immigration, sur l'islam. Et c'est vrai que l'AfD s'est beaucoup radicalisée. Lorsque l'AfD est créée en 2011, c'est d'abord un parti plutôt eurosceptique sur la question de l'euro. Et au fil du temps, on le voit se radicaliser au point qu'aujourd'hui, complètement en lien avec toutes les mouvances néo-nazis en Allemagne. Et c'est ça qui justifie aujourd'hui, au-delà du projet de remigration, mais c'est ça qui justifie aujourd'hui l'intérêt qu'on lui porte et le souci que ce parti crée et l'idée peut-être de l'interdire. Comment expliquez-vous, vous, Gilles Livaldi, l'audience de ce parti néo-nazi? Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce qui se passe en Allemagne, ça se passe un peu partout aujourd'hui. Le succès de l'extrême droite, qui est une réalité au niveau du continent européen, la France, l'Italie, l'Allemagne, la Suède, la Finlande, je pourrais malheureusement multiplier les exemples, c'est au fond le résultat d'une espèce de suraccumulation de crises. Vous l'avez dit il y a quelques instants, la crise financière, la crise des réfugiés de 2015, le Covid, n'oublions pas la pandémie qui a beaucoup bousculé les opinions publiques, et aujourd'hui la guerre en Ukraine. Et finalement, on a, avec la montée de l'extrême droite en Allemagne, mais pas seulement en Allemagne, le résultat politique de cette succession, de ces couches successives de ressentiment et de colère que l'extrême droite en Allemagne et ailleurs arrive à exploiter magnifiquement, malheureusement. Vous pensez que dans les prochaines élections, l'AfD va rester à un niveau très très élevé? Elle pourrait prendre les manettes du pouvoir en Allemagne à terme? C'est une hypothèse que vous envisagez? Alors aujourd'hui, l'AfD, elle est en seconde position, elle est au-dessus de la barre des 20%. Ce qui paraît plus probable, c'est qu'effectivement, une AfD renforcée électoralement va peser sur le cordon sanitaire. Et ce qu'on voit un peu partout en Europe, c'est-à-dire l'alliance entre la droite classique et l'extrême droite, pourrait devenir malheureusement une réalité aussi en Allemagne. On voit bien que la CDU commence à être un petit peu inquiète de cette montée en puissance de l'AfD, et que à l'intérieur du parti, il y a des voix qui commencent à évoquer la possibilité d'une alliance. Donc ça, c'est quelque chose, c'est un modèle qu'on a vu en Italie, qu'on voit en Suède, qu'on voit en Finlande, qu'on verra probablement en Autriche aussi avec la montée du FPE. Donc le modèle droite-extrême droite aujourd'hui, c'est la principale préoccupation, parce que c'est ça qui est en train de se jouer dans beaucoup d'États européens et qui pourrait se jouer aussi au niveau du Parlement européen et de l'Europe après les élections de juin 2024, puisque c'est le grand projet finalement des partis autour de Giorgia Meloni, par exemple, de faire une alliance entre la droite et l'extrême droite au niveau du Parlement européen. Donc tout cela, je crois, est très préoccupant. Et au-delà des succès électoraux, c'est vraiment aujourd'hui cette porosité, et on l'a vu en France avec la loi sur l'immigration, la porosité entre la droite et l'extrême droite qui devient un enjeu, me semble-t-il, majeur. Oui, restez avec nous, c'est passionnant ce que vous nous dites, Gilles Livaldi. Je vais vous poser la question de l'interdiction dont on parlait déjà tout à l'heure, mais vous vouliez dire un mot général? Oui, juste un mot, rebondir sur le dernier point à propos des élections européennes du mois de juin. Parce que le phénomène est général en Europe et ça serait absolument une catastrophe de voir qu'on envoie au Parlement européen des anti-européens, en fait, qui essayent de prospérer sur une crise européenne. On a vécu historiquement des choses un peu similaires dans les années 30. Enfin, la situation n'est pas du tout la même. Je veux dire, la situation économique dans les années 30 était catastrophique. Aujourd'hui, la seule chose qu'on peut dire, c'est que c'est pas aussi bien qu'on aurait pu l'espérer. On ne peut pas dire que c'est une situation catastrophique. Et donc, si au mois de juin, il y a des élections européennes qui amènent beaucoup de députés anti-européens, ça va poser un sérieux problème sur tout le continent. Est-ce que, Gilles Livaldi, juste une question rapidement, pardon, parce qu'on arrive à la fin de l'émission. Dans le fond, si vous deviez dire l'élément qui séduit le plus les Allemands dans le programme de l'AfD, vous le disiez, Bernard Guetta, il y a beaucoup de difficultés, donc ça précipite évidemment les électeurs vers des partis qui n'ont pas l'expérience de gouvernement. On voit ça partout. Mais c'est quoi? C'est la politique justement anti-immigration qui fait son audience? Alors, l'extrême droite, vous avez au moins 2 ou 3 grands éléments aujourd'hui pour bien comprendre ce qui se passe, encore une fois, avec l'AfD, mais au-delà en Europe. Le premier, c'est la crise économique, l'inflation, la crise des prix qui touche les classes populaires, les classes moyennes et qui crée effectivement un terreau propice pour l'extrême droite, on voit y compris en France, sur la question du pouvoir d'achat. L'immigration, qui reste le grand enjeu structurel de l'extrême droite.
On l'a vu aux Pays-Bas avec le PVV de Geert Wilders. L'Allemagne, aujourd'hui, l'AfD fait campagne sur la question des réfugiés et de l'immigration. Et puis il y a un troisième enjeu, si vous me permettez, qui commence à monter en puissance, c'est la transition écologique, parce que tous ces partis aujourd'hui se font les défenseurs de toutes les populations qui, subjectivement en tout cas, ou objectivement, se sentent les victimes des mesures de transition énergétique. Et cette espèce de backlash, là, de retour de bâton contre les mesures, contre le pacte vert, par exemple, c'est en train aussi de nourrir cette vague d'extrême droite. Et l'AfD, là-dessus, est en train d'essayer de récupérer cela chez les ouvriers et dans les milieux agricoles, puisqu'on a vu aussi en Europe depuis quelque temps beaucoup de manifestations d'agriculteurs et une espèce de mécontentement qui monte. Donc ces trois ingrédients, je pense, immigration, situation économique et une sorte de retour de bâton contre les transitions énergétiques un peu partout, je pense que c'est le cocktail de l'AfD et c'est probablement un des cocktails qui va porter ses partis aux élections européennes. Catherine. Oui, d'ailleurs, il y a eu à Berlin, il y a quelques jours, une grande manifestation d'agriculteurs allemands qui sont même venus avec leurs tracteurs. Et l'inquiétude du pouvoir allemand, c'est que l'AfD réussisse à récupérer ce mouvement qui est très populaire, à tel point que 80% des Allemands disent comprendre la colère des agriculteurs, qui est notamment liée à une augmentation du prix du carburant, ce qui nous rappelle les gilets jaunes, et donc la possibilité que ça entraîne d'autres segments de la population allemande dans la contestation. Interdire, vous disiez tout à l'heure, c'est trop tard, interdire, puisque certains le souhaiteraient. Je le crains que ce ne soit trop tard, mais sur le Parlement européen, n'oublions pas quand même que les extrêmes droites européennes sont aujourd'hui très profondément divisées entre ceux qui soutiennent la Russie et ceux qui s'opposent complètement à la Russie. Il y a deux blocs très très différents, deux extrêmes droites très différentes, peu susceptibles de s'entendre. Et n'oublions pas aussi que le PPE, le grand parti conservateur au Parlement européen, pourrait difficilement s'allier à l'extrême droite parce qu'il perdrait immédiatement tous ses élus polonais. Tous ces élus polonais. On verra ça, effectivement, on va en parler. C'est très important, les élections européennes. Regardez ce que dit aussi un spécialiste de l'extrême droite sur l'hypothèse d'une interdiction. Il dit, Jeffrey Gadmin, que ce sera un problème. On ne peut pas interdire sans conséquence sérieuse un parti qui a une base démocratique et une légitimité démocratique. Donc ceux qui réclament l'interdiction, sans doute n'obtiendront pas gain de cause. Il fallait le faire encore une fois quand ils étaient à moins de 5%. Pour conclure, vous êtes d'accord avec ça, Gilles Livaldi ? Oui, tout à fait. Je pense qu'avec une AfD à près de 23% des voix et des scores là, 30%, ça paraît très compliqué de l'interdire aujourd'hui. De toute façon, ça reste un mouvement structurel et éventuellement l'AfD serait remplacée par un mouvement de même nature qui viendrait de nouveau travailler ses peurs et ce ressentiment. Donc ça me paraît assez peu probable. Une question courte de Jean de Guignasti. Réponse courte, s'il vous plaît. Ce qu'a dit Bernard Guetta à l'instant sur la question de l'Ukraine, je suis frappé, je n'ai rien vu, peut-être que ça m'a échappé. Il n'y a pas de position claire de l'AfD sur la guerre en Ukraine. Est-ce que la séparation passe à l'intérieur de l'AfD ou est-ce que l'AfD est globalement pour mettre fin à la guerre ? Pardonnez-moi, c'est une question pour moi ? Oui, absolument. Pardon. Écoutez, l'AfD est connue pour ses positions pro-russes. Elle fait partie effectivement du groupe Identité et Démocratie avec Marine Le Pen, Matteo Salvini et Geert Wilders, qui sont tous des leaders et des partis qui ont toujours témoigné de leur soutien à la Russie. Donc aujourd'hui, l'AfD, elle est de toute façon dans ce camp-là. Et effectivement, avec tout ce que ça peut comporter par rapport aux sanctions et par rapport au maintien de l'aide militaire à l'Ukraine. Merci infiniment. En tout cas, Gilles Livaldi, c'était passionnant de vous entendre.